C'était comme une sorte de préambule, au fond, à l'émission de ce matin, que votre billet, Daniel Salnave, 7h43. Alors que les débats sur le mariage pour tous ont commencé mardi à l'Assemblée nationale, nous allons ce matin essayer d'explorer, au fond, la situation et les droits des homosexuels dans le monde et de nous poser la question, est-ce que cette cause homosexuelle s'est mondialisée? Est-ce qu'elle s'est globalisée à la suite du titre et de l'ouvrage complet du livre de Frédéric Martel, Comment la révolution gay change le monde, Global Gay, chez Flammarion, qui sort mardi prochain. Bonjour Frédéric Martel. Bonjour. Je rappelle que vous animez le Soft Power sur France Culture tous les dimanches de 19h à 20h et que vous êtes également directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à l'IRIS. Et nous sommes avec, j'aurais dû commencer par vous, Ladies First, par Caroline Mécari. Bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de la famille, avec notamment votre dernier ouvrage aussi, L'amour et la loi, homo hétéro, même droit, même devoir, chez Alma Éditeur, qui est sorti en décembre dernier. Pour commencer d'ailleurs d'emblée, comment est-ce que vous comprenez, vous, avant de lui laisser la parole, l'expression global gay ou notamment la question de, et est-ce qu'on peut parler selon vous, par exemple Caroline Mécari, d'une mondialisation de la cause homosexuelle ? Écoutez, je pense qu'il y a une mondialisation de toutes les problématiques sociales et sociétales qui peuvent poser en France. Donc, en effet, aujourd'hui, on n'est pas centré sur la France concernant la question des revendications des lesbiennes et des gays vis-à-vis de l'égalité, en fait. À partir du moment où vous avez accès à une information qui est très largement diffusée, notamment par Internet, on ne peut pas rester entre soi. Et donc, on s'aperçoit, en effet, qu'il y a dans des pays qui sont très 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 différents une prise de conscience des lesbiennes et des gays et une demande de, entre guillemets, de normalisation, c'est-à-dire une demande d'égalité des droits, puisque le problème aujourd'hui, c'est que dans de très très nombreux pays, les homosexuels font l'objet de discrimination légale parce qu'ils n'ont pas accès au mariage ou à l'adoption, et puis dans des pays encore plus nombreux, les homosexuels voient leur pratique sexuelle pénalisée au point même d'ailleurs que dans certains États, ils risquent la peine de mort si ils sont pris sur le fait en fait. Donc on peut dire en effet qu'il y a un espèce de mouvement qui est mondial et qui est en train de monter avec une volonté, j'ai envie de dire, d'une certaine forme d'indifférenciation, mais c'est assez logique en fait. Alors indifférenciation, oui et non. Indifférenciation, c'est-à-dire que la revendication d'un traitement juridique égalitaire traduit une volonté d'une certaine forme d'indifférenciation juridique. Je vais vous donner un exemple très simple sur la question de la différence, justement. Les femmes et les hommes sont anatomiquement différents. Très bien. Pendant des siècles, cette différence de sexe a fondé la différence de traitement juridique. C'est-à-dire que les femmes avaient moins de droits et plus d'obligations que les hommes. Et puis, grâce aux revendications féministes, nous sommes arrivés à une égalité de droits. Donc, on peut avoir des différences dans la société. Différences de sexe, différences de couleur de peau, différences d'orientation sexuelle. Ça, c'est la diversité des sociétés. Ce qui n'empêche pas d'avoir une égalité de droits. Et ça, c'est effectivement une chose qui est peut-être un peu compliquée à comprendre, mais c'est une réalité. Et on le vit actuellement en France, cette revendication d'égalité de droits, de non-discrimination qui est extrêmement forte et qui va bientôt aboutir. Alors Frédéric Martel, notamment, voilà, un des maîtres mots a été prononcé par Caroline Mécari, Internet. Vous insistez beaucoup sur l'idée qu'au fond, Internet a fait beaucoup pour faire avancer de par le monde les droits et l'égalité et la demande d'égalité des homosexuels dans plusieurs matières de législation. Mondialisation, mais pas uniformisation. C'est-à-dire que tout part quand même un petit peu, dites-vous, d'une sorte d'American Gay Way of Life, et qu'en même temps, ça ne se réduit pas seulement à ça que cette mondialisation de la cause gay et lesbienne.
Alors je dirais d'abord qu'il y a effectivement, et d'où le titre de ce livre, il y a une sorte de global gay. L'idée que les gays partout dans le monde, un peu au même moment, grâce à Internet, grâce aussi pour, en tout cas ce qui est de l'Occident, à une évolution très marquée par Barack Obama, très marquée aussi par l'Europe, qui est un des leaders avec l'Amérique du Sud des revendications des gays aujourd'hui. Il y a une volonté de passer un petit peu d'un monde où au fond on pénalisait l'homosexualité à un monde où on est en train de commencer à pénaliser l'homophobie. Ça, c'est une révolution très profonde. Mais au-delà de ce global gay, il y a surtout beaucoup de nombreux local gays aussi. On vit son homosexualité de manière très différente, on veut conserver sa culture, son identité, donc on est à la fois très mondialisé et très américanisé, c'est un fait, y compris dans des communautés très underground comme en Iran ou en Arabie Saoudite où évidemment les choses sont très difficiles puisque ce sont des pays parmi les 8 qui condamnent les homosexuels à la peine de mort le cas échéant, mais malgré tout on veut aussi rester soi-même et donc c'est un bon, je dirais, prisme par lequel on peut regarder la mondialisation avec ses effets positifs et négatifs. Vous dites que la révolution gay, au fond, change le monde. Bon, vous exagérez comme d'habitude. Oui, elle change le monde dans le sens où on voit bien comment se redéfinit le mariage, comment les rapports entre les individus s'accélèrent, comment au fond c'est un prisme intéressant pour analyser ce qui se passe, parce que le monde homo, s'il change, il est aussi pas homogène, il est très différent, et en cela, je pense que les gays, c'est vrai aussi dans la culture, c'est vrai aussi dans Internet, vous l'avez évoqué, dans les séries télévisées, accompagne une mutation très forte des modes de vie. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Mécari ? Enfin oui, j'ai pas de désaccord. Non, j'ai pas de désaccord. Alors, non, mais quand on dit que la révolution gay change le monde, mais c'est le point. C'est-à-dire que oui, d'une certaine manière, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où les lesbiennes et les gays ne sont plus que le monde dans la gay marge, change, oui, mais le monde mais tout court. Nécessairement, ça change parce que si les lesbiennes et les gays ne sont plus dans la marge de la société, ça a nécessairement un effet sur le reste de la population qui est obligé d'évoluer et son regard est obligé d'évoluer sur cette différence d'orientation sexuelle. Donc oui, bien sûr que ça change si vous voulez, socialement et sociétalement. Si on reprend, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Barack Obama s'est engagé en faveur du mariage pour tous ? C'est quelque chose de très étrange, parce qu'après tout, il n'y avait pas intérêt, c'était un sujet clivant, et c'était même un sujet qui aurait pu lui faire perdre les élections présidentielles lorsque, en mai dernier, il a pris position en faveur du mariage pour les homosexuels. Et très clairement, lors de son investiture. S'il le fait, c'est parce que pour Barack Obama, il y a en toile de fond la décision de la Cour suprême de 1967, Loving versus Virginia, qui interdit l'interdiction, c'est le cas de le dire, du mariage interracial. Lorsque Obama naît, ses parents ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont un couple mixte dans une quinzaine d'États américains. Donc pour lui, dans sa tête, et je pense que c'est là l'explication très claire pour les positions d'Obama, il y a eu le combat des civil rights, et notamment des Noirs, qui se traduisent notamment par la déségrégation dans les années 60. Il y a eu le combat des femmes, et maintenant on est à ce qu'il appelle, et ce que tout le monde appelle aux États-Unis, the next civil rights, c'est-à-dire la nouvelle bataille des droits de l'homme, ou plus précisément, parce que l'homosexualité n'est pas un droit de l'homme, c'est juste je dirais, un élargissement, c'est la nouvelle frontière des droits de l'homme, et c'est d'où la formule célèbre de Hillary Clinton qui expliquait « Gay rights are human rights », et c'est en cela que ça change le monde, parce que de même que la question noire, de même que la question des femmes a changé prodigieusement notre monde, eh bien la question gay vient comme une sorte de queue de comète, et je le dis pas péjorativement, dans ce combat plus large des droits de l'homme. Et que sur la question des droits et du législateur, au fond, il s'inspire de la question noire, de l'émancipation noire pour l'appliquer juridiquement à la question gay, Caroline Mécari. Alors, c'est le même processus, France, au fond. pour moi, c'est absolument le même processus. Effectivement, c'est un combat de civil rights, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il est, comme en France, il y a encore une opprobre qui pèse sur l'homosexualité. Il est extrêmement difficile de faire entendre que la revendication d'égalité est une revendication de civil rights. Mais c'en est une profondément, et c'est la logique, la poursuite logique, effectivement, de l'abolition de la ségrégation entre les blancs et les noirs, l'abolition de la discrimination légale entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui,
est venu le temps de l'abrogation de la discrimination légale qui existe à l'égard des homosexuels. Mais on s'inscrit totalement là-dedans. Mais je répète, malheureusement, en France, à cause de cet opprobre, on a du mal à percevoir cette dimension de droits de l'homme. Opprobre, alors que rien, apparemment, dans la Constitution n'interdit, au fond, le mariage pour tous. Aujourd'hui, dans Libération, Dominique Rousseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, grand constitutionnaliste s'il en est, écrit, au fond, voilà, il n'y a aucun principe constitutionnel qui n'interdit le mariage entre personnes de même sexe. Il suffit de lire la Constitution de 58 pour voir qu'il n'est inscrit dans aucun des 89 articles. Absolument, mais ça, si Dominique Rousseau écrit cet article, qui est un article bienvenu, c'est parce que, comme vous le savez, dans le débat actuel, l'UMP ne cesse de dire que la loi qui va être adoptée est inconstitutionnelle, aidée en cela par des professeurs de droit extrêmement conservateurs qui, en réalité, ne savent pas lire la Constitution. Je partage totalement l'avis de Dominique Rousseau. Il n'y a évidemment rien dans la Constitution qui interdise le mariage entre deux femmes ou entre deux hommes. Et j'irai même plus loin. Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi de cette problématique, a déjà dit le 28 janvier 2011 qu'il appartenait totalement aux législateurs de donner une nouvelle définition du mariage en l'élargissant et en permettant l'inclusion des lesbiennes et des gays. Sur ce sujet aussi, ce que dit Dominique Rousseau, il cloue le bec d'une certaine manière à tous ces députés aussi. Je pense notamment au député Debré qui est intervenu sur ce sujet, alors que par sa famille, il aurait peut-être pu regarder ce qu'était l'histoire de la Constitution que ses ancêtres ont contribué à écrire. C'est que le référendum en la matière est quand même difficile puisqu'il est très clairement encadré et contrairement à ce que disent ces députés, le référendum sur le mariage pour tous n'est pas possible. C'est vraiment aux législateurs de le faire et de ce point de vue, c'est sans doute bien d'ailleurs que ça se passe par le Parlement. Mais je m'adresse à l'avocate Caroline Beccari. Est-ce que c'est tout de même la bonne manière, au fond, de défendre tout de même cette question de mariage pour tous, en disant qu'il n'y a, au fond, pas d'entrave légale, constitutionnelle à ce qu'il y ait un mariage pour tous en France? Est-ce qu'on n'a pas considéré, tout de même dans ce débat, est-ce que le gouvernement n'a pas été un peu vite en considérant que c'était une question, au fond, évidente? Mais on voit bien que c'est pas une question, au fond, de loi, c'est une question de ressenti, de culture, de génération, et qu'on peut comprendre qu'il y ait des gens, au fond, choqués par le mariage homosexuel. Écoutez, et que ça ne se résout pas, je veux dire, d'un claquement de doigts. Voilà, sinon, la loi le permet. J'entends très bien, mais dans le livre L'amour et la loi oui. que je sors, en fait, je raconte en fait le combat sur ces 15 dernières années qui est passé par justement des revendications devant les juridictions et donc avec des réponses. Vous êtes celle qui a défendu entre autres le mariage de Bègle. Je suis toujours l'avocate des mariés de Bègle. J'ai défendu Emmanuel B contre la France où j'ai gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un long combat qui, parallèlement, est soutenu évidemment par les associations. Je crois là réellement que dans le temps que nous vivons, en réalité, il y a une instrumentalisation politicienne du débat. Parce que quand vous regardez les sondages d'opinion, et ils sont en progression constante, plus de 60% des Français sont favorables au mariage entre personnes de même sexe. On a aussi une majorité qui est favorable à l'adoption. Donc il n'y a pas de passage en force de François Hollande ni de son gouvernement, étant précisé qu'on rappellera quand même, François Hollande, il a dit très clairement ce qu'il allait faire dans sa campagne. Il a été élu sur un donc, programme. Donc il y a eu référendum d'une certaine manière. D'une certaine manière, il y a eu un référendum. Donc là, on est vraiment, et moi qui ai assisté notamment au débat mardi à l'Assemblée nationale, la bronca des députés UMP était insupportable. Mais c'est de la commedia dell'arte. 8h16 les matins de France Culture. La chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Comme le dit Emilio, un réfugié cubain exilé en Floride, longtemps, les homosexuels ont cru que la libération gay viendrait des régimes socialistes. On était communiste, maoïste, trotskiste ou castriste, et puis on s'est aperçu que c'était des dictatures très homophobes. Le vent de libération ne soufflait ni de l'Est ni de Cuba, et soufflait des États-Unis. Fin de citation. Alors oui, c'est vrai, depuis l'époque héroïque, les héroïques heures du Stonewall Hill de Christopher Street, ces trois nuits d'émeutes gays de juin 69 à New York, où les homosexuels lassés d'être traqués par la police ont décidé de contre-attaquer, eh bien oui, les gays sont devenus mainstream, trendsetters, lanceurs de mode, super cool. Ils ont leur bar, leur club, leur marque, leur lobby, la Human Rights Campaign. Bons citoyens, ils votent, plutôt démocrates, paient leurs impôts, saluent la bannière étoilée autant que le Rainbow Flag. Ils appartiennent souvent aux classes créatives, ils sont plus diplômés que la moyenne et beaucoup moins touchés par l'obésité.
Même s'ils sortent un peu plus et un peu plus tard que les hétéros, dans des quartiers qui leur sont réservés et dont vous faites la théorie, Frédéric Martel en géographe, ils rentrent en couple bien sages dans leur maison spacieuse et bien rangée dans des suburbs calmes et fleuris. D'ailleurs, comme on sait, ils poussent désormais le conformisme jusqu'à s'être convertis à l'institution du mariage. Comme le dit un représentant du lobby en question, le HRC de Los Angeles, dans votre livre, la gauche radicale nous considère comme des conservateurs, et c'est vrai, nous ne sommes pas des gauchistes, l'époque a changé, aujourd'hui il faut être dans le dialogue, pas dans la provocation. Avec le mariage, l'adoption et le droit de servir dans l'armée, nous défendons les mêmes valeurs que tous les Américains. D'où la question que posait un petit essai bien troussé il y a 2 ans de Jacques Fortin, qui s'appelait « L'homosexualité est-elle soluble dans le conformisme ?» Et l'auteur de pester contre une identité piégeuse qui enferme des individus dans une seule orientation sexuelle, les ghettoise au lieu de les émanciper. Fortin proteste aussi contre un néoconformisme à base de consommations obligatoires qui fait des homosexuels une niche du grand marché mondial, un sous-produit de l'américanisation du monde. Par ce détour inattendu, la société reste organisée en genres sexuels bien délimités, on en a juste rajouté quelques-uns, LGBTI, personne n'est oublié. Le mouvement homosexuel révolutionnaire des années 70 s'est normalisé, embourgeoisé, regrette Fortin qui fut trotskiste. Ses héritiers, illégitimes, aspirent à la respectabilité. Loin de vouloir faire éclater les cadres de la société, il s'emploie à les conforter. Très logiquement, l'auteur peste contre le mariage homosexuel. La famille, écrit-il, incarne l'ordre hiérarchique entre ascendant et descendant. Elle transmet la propriété. Elle reproduit un ordre sexué en inculquant le genre. Fin de citation. Ce n'est pas du côté de la notion juridique de couple légitime qu'il fallait chercher une voie, mais du côté du concubinage, relation choisie entre 2 personnes qui demeurent des personnes avec leur nom et leur salaire. Fin de citation encore. Bref, à côté de vos global gays, super intégrés, festifs et branchés sur les États-Unis, il reste une homosexualité contestataire. Mais nous parlons là des pays heureux où l'homosexualité n'est pas punie de prison, comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Afrique anglophones, sans oublier l'Iran où, approximativement, on ne sait pas exactement, 4000 personnes assume-t-on, auraient été fouettées puis pendues en place publique pour crime d'homosexualité depuis que les mollahs y ont imposé la charia. Je voudrais juste vous donner une citation d'André Berkoff, un autre grand penseur, mais qui, sur Facebook, il mettait cette phrase hier que je trouve vraiment remarquable. Il écrit sur Facebook « Ruse de la raison, comédie de l'histoire. En 68, gays et lesbiennes explosaient la norme. Aujourd'hui, ils défilent pour y rentrer. » La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Bon, alors, réaction, je vois qu'on était très attentifs à la chronique de Brice Couturier chez nos invités, Caroline Mécari, Frédéric Martel. Frédéric Martel, peut-être pour réagir directement à la... Il y a effectivement une question qui est intéressante, c'est comment on passe de 69, 71 en France, c'est-à-dire la révolution gay qui est à l'extrême gauche, clairement, et qui est dans la rupture et dans la dénonciation des normes et du mariage, à un mouvement aujourd'hui qui est plutôt en train, et vous l'avez dit, que ce soit vis-à-vis de l'armée aux États-Unis, que ce soit vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du mariage, à un mouvement gay qui a tendance et qui veut rejoindre, je dirais, l'égalité. Et en même temps, c'est pas si anodin, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des minorités. Vous avez toujours eu une tendance radicale, et puis peu à peu, une volonté de cesser d'être dans la rupture, mais au contraire de vouloir avoir les mêmes droits que les autres. C'est ce qui s'est passé avec les femmes, c'est ce qui s'est passé dans le mouvement noir, c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'il était important de faire ce détour par l'international qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un mouvement pour le mariage, ça a été dit, mais il faut le rappeler, qui a lieu aujourd'hui en Afrique du Sud où on a le droit de se marier, qui existe en Argentine, dimanche soir à Paris, lors de la soirée en faveur du mariage pour tous. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a lu la lettre, en espagnol d'ailleurs, de Cristina Kirchner, la présidente de la République d'Argentine, qui défendait et qui disait aux Français « Faites-le parce que, je la cite, le jour suivant l'adoption du mariage pour tous, personne ne se réveillera avec moins de droits. Au contraire, certains auront obtenu ce que d'autres avaient déjà. » Et on a ce mouvement en Belgique, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Islande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, qui sont les pays où déjà le mariage est autorisé. Même à Mexico, dans la ville de Mexico, et dans 9 États américains où c'est déjà le cas. Le débat a lieu en ce moment en Uruguay,
Uruguay, il a lieu en Colombie, ce printemps au Royaume-Uni, en Finlande, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan. C'est donc pas le mariage pour tous, une idée saugrenue qui serait née dans la tête de François Hollande pendant la campagne présidentielle, ou qui serait l'exemple de militants gays radicaux qui tout à coup se diraient pourquoi pas nous. C'est un mouvement global, et ça c'est intéressant pour expliquer aussi les raisons qui font qu'aujourd'hui les homosexuels, je pense, veulent non pas le mariage gay, ça n'existe pas le mariage gay. L'homoparentalité, ça ne veut rien dire. Ce qu'ils veulent, c'est la parentalité, ce qu'ils veulent, c'est le mariage, c'est-à-dire le mot tout court, parce qu'il n'y a pas différentes sortes de mariage, il n'y a pas un mariage pour les noirs, comme à l'époque de l'interdiction du mariage interracial et un mariage pour les blancs, il n'y a pas un mariage pour les hétéros et un mariage pour les homos, il y a le même mariage avec la même charge symbolique, le même mot, c'est le mot aussi que veulent les homosexuels, et le même amour. Caroline Mécari. Oui, en fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la chronique de Brice Teinturier. Je crois qu'il y a une vraie logique. Pardon, oui. J'ai l'habitude. Je suis vraiment confuse. Il y a une vraie logique en réalité dans cette, dans cette évolution. C'est-à-dire que initialement, en effet, les lesbiennes et les gays ont plutôt été dans une forme de rupture parce qu'ils étaient dans la marge et qu'il fallait sortir de la marge. Mais aujourd'hui, on n'en est évidemment plus là. Il y a une vraie revendication de normalité parce que, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'une certaine manière, parce que cela veut dire que la sexualité que l'on peut avoir n'est pas un élément qui vous différencie à ce point-là, vous met hors norme. Et en ce sens-là, ça me semble plutôt extrêmement positif. Et on voit bien en réalité le mouvement qui s'est dessiné, que Frédéric vient de décrire. Mais pour aller dans le sens de Brice Couturier, ce qui est quand même frappant, c'est qu'effectivement, notamment les intellectuels, souvenons-nous de Sartre, souvenons-nous évidemment de Kristeva, et on pourrait citer tout un tas, Philippe Solers, certains ont cru dans les années 70, même le mouvement gay, qui était Guy Hockenheim extrêmement maoïste, pour d'autres trotskistes, pour d'autres castristes, on a cru que la révolution gay viendrait de ces pays-là. Et aujourd'hui, dans l'enquête, dans ce livre Global Gay, j'étais à Cuba, j'étais en Iran, j'étais évidemment aussi en Chine très longuement. On s'aperçoit que c'est pas par là qu'est venue la révolution gay, qu'elle est venue des États-Unis. Mais vous parlez de Fidel Castro extrêmement homophobe, y compris de son frère, et qu'il a fallu attendre un petit peu, au fond, qu'il a la fille de Raúl Castro, qui est une véritable égérie là-bas pour les gays, qui atténue, on va dire, adoucisse un petit peu les conditions. Puis c'est vrai que Fidel Castro s'est excusé récemment, il y a quelques années, pour ce qu'il avait fait aux homosexuels dans les années 60. Mais que ce soit la Chine de Mao, qui était d'une homophobie extrêmement violente et qui tuait massivement les homosexuels, que ce soit à Cuba, que ce soit au fond dans tous ces pays. On fait un petit détour par la Chine, justement, vous dites qu'en Chine, au fond, on est assez libre de faire ce qu'on veut, à condition que l'on ne revendique pas le droit homosexuel, qu'on ne l'associe pas au droit de l'homme, mais que, fondamentalement, si on se tient à carreau comme ça, il n'y a pas trop de soucis, mais qu'il y a une vague qui monte. Aujourd'hui, on pense qu'en Chine, enfin les statistiques données par le recensement chinois estiment qu'on est à plus de 30 ou 40 millions d'homosexuels. Donc effectivement, pour le régime, c'est difficile de venir contrôler la vie privée des individus avec des chiffres pareils. On est aussi autour de 50 millions en Inde et plus de 10 millions dans le monde musulman. Et tout ça aujourd'hui apparaît d'ailleurs sur Internet. Donc quand vous êtes en Chine, au fond, l'homosexualité reste difficile. Au fond, l'homosexualité, elle est dissonante. Elle est perçue comme une inharmonie dans un pays qui veut l'harmonie. Ce que vous expliquiez, c'est un tabou par rapport à la question de l'harmonie. Oui. Mais au fond, quand vous draguez, quand vous êtes sur Internet, quand vous allez dans des bars, il y a de très grands bars gays partout et des discothèques, j'en ai vu dans des petites villes chinoises, mais c'est évidemment encore plus vrai à Beijing, donc à Pékin, mais aussi à Shanghai ou à Shenzhen, ou bien sûr à Hong Kong où c'est beaucoup plus facile. Grosso modo, la vie privée des gens, le régime commence à s'en foutre. Il ne peut plus la à condition de ne pas parler de politique. La seule chose, c'est que vous ne créez pas une association de défense des droits des gays, sinon là, vous allez direct par la case prison. Il y a une sorte de c'est un paradoxe quand même. Voilà. Mais c'est vrai aussi à Cuba, c'est vrai aussi, je dirais, même malgré tout, dans beaucoup de pays, ce que j'appellerais un peu une homophobie froide, c'est-à-dire que au fond, on laisse faire, mais l'homophobie arrive sur des cas précis, notamment de dissidents, sur des camps de défense des droits de l'homme. Et puis il y a une
l'homophobie qu'il ne faut pas oublier, qui est chaude, pour le coup, c'est celle, disons, de 3 zones, le Moyen-Orient, l'Asie musulmane et puis l'Afrique évangéliste, là où concrètement on risque de la prison et parfois de la peine de mort. On tue des gens à coups de marteau. Oui, Voilà. et avec à l'ONU, cette résolution qui a été portée par un certain nombre de pays, dont la France, pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais qui rencontre une très très grande opposition, notamment avec le Vatican en tête. Il ne faut jamais oublier que le Vatican, dans ce combat-là, est tout à fait opposé en réalité à la dépénalisation de l'homosexualité de par le monde, ce qui est quand même finalement, un comble. c'est ça le débat. Est-ce qu'on veut être avec l'Iran et le Vatican, Voilà. ou est-ce qu'on veut être avec l'Argentine, le Mexique, l'Afrique du Sud et les pays européens? C'est ça le débat pour le mariage pour tous. On a oublié de regarder la perspective globale, la perspective géopolitique pour comprendre la réalité de ce débat et qui s'est traduit à l'ONU en 2008, comme le disait Caroline, Voilà, par 66 pays en faveur, par 59 pays hostiles et par encore 68 pays, dont la Chine, Singapour, l'Inde, etc., qui s'abstenaient. Et rappelons aussi juste très vite, il n'y a pas si longtemps, il y a seulement 23 ans après tout, c'était le 17 mai 90, que l'OMS supprimait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. C'est relativement récent. Daniel Salnave. Oui, c'était intéressant que Brice Couturier évoque le petit livre de Jacques Fortin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de génération. Lorsqu'on fait partie de la génération comme moi, qui dans les années 70 militait dans le cadre du féminisme d'après 68, le mariage était considéré, selon une phrase qui est dans le IIe siècle, une phrase de Simone de Beauvoir, qui dit « Le mariage est la pire des relations qui puissent s'établir entre deux êtres humains ». À l'époque, il n'est pas question de mariage gay, il est question de mariage entre un homme et une femme. Donc la revendication contre le mariage faisait que, à l'intérieur du mouvement féministe, il y avait une tentation, une séduction de l'homosexualité qui était, au moins là c'est clair, je ne suis pas dans la perspective du mariage, laquelle est forcément liée à l'exploitation des femmes. Il faut donc que les femmes et les hommes qui ont connu cette époque-là s'arrachent à cette idée-là et l'ont fait dans leur majorité. La grande plaisanterie étant Louise de Villemorin disant il n'y a plus que les curés qui veulent se marier. Donc on a dit à un moment, et les homosexuels qui veulent se marier. Du coup, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'au fond les homos sont dans l'Église catholique pour une grande partie. Mais personne n'empêche un homosexuel, homme ou femme, de considérer qu'il est hostile au mariage. Et je pense à une phrase de Virginie Despentes qui est très juste. Elle dit « Quand je vivais avec un homme, je voulais pas me marier. Maintenant, je vis avec des femmes. Je veux avoir le droit de ne pas me marier. Oui. Donc, il faut le mariage pour les êtres du même sexe. » Effectivement. Voilà. Est-ce que Frédéric Martel, vous êtes d'accord ou vous? Non, mais effectivement, Caroline Mécari et Frédéric Martel. Il faut cette liberté de choix, en fait, parce qu'aujourd'hui, ce qui n'existe pas pour les lesbiennes et les gays, c'est bien la liberté du choix du statut conjugal. Mais ce que je comprends parfaitement ce que vous venez de dire sur le mariage, qui est une institution, qui est un cadre juridique qui a profondément évolué. Effectivement, dans les années 60, c'était un cadre juridique qui instituait une discrimination entre les femmes, entre l'épouse et l'époux. C'est-à-dire que la femme était assujettie à l'autorité de son mari. Il y avait la puissance paternelle qui ne sera mise à bas qu'en 1970. Et donc, il y a toute une évolution de l'objet mariage en tant qu'objet juridique, institution civile. Aujourd'hui, le mariage est un lieu d'égalité entre les femmes et les hommes, est un lieu d'égalité des devoirs et des droits des parents vis-à-vis des éventuels enfants. Donc ce n'est plus le même objet juridique, ce n'est plus un lieu d'oppression, justement, c'est un lieu absolument égalitaire. Et ce qui est revendiqué, au fond, c'est cette liberté du choix. Alors si on prend Jacques Fortin, le petit livre que vous citez, c'est une grande figure un peu oubliée, malheureusement sans doute, un peu notre grand-père au fond, du mouvement homosexuel des années 70. Il a participé à tous les combats, notamment du QR, ça s'appelait à l'époque, et des GLH, groupes homosexuels, et j'en avais fait d'ailleurs le portrait, pardon de cette autopromotion, mais dans un livre ancien, il y a plus de 15 ans, qui s'appelait Le Rose et le Noir. Ouais. Ce qui est frappant en même temps, c'est comment il est en décalage par rapport à ce que veulent aujourd'hui les homosexuels. Donc moi je comprends très bien qu'on puisse vouloir ne pas se marier, on n'impose personne le mariage, mais même s'il n'y a que 1000 personnes qui se marieront chaque année en étant homosexuels, ils en ont le droit. Et c'est là où on retrouve, pour le coup, plutôt que les références trotskistes ou maoïstes que Jacques Fortin emploie, moi je citerai le texte d'Hannah Arendt de 59, au moment où le mariage était interdit pour deux personnes de races différentes aux États-Unis. Elle dit: le droit de se marier avec qui l'on veut est un des droits humains élémentaires, et ce droit humain est inaliénable.
Et donc c'est la raison pour laquelle, dans un souci d'égalité complet, y compris d'ailleurs avec le droit à l'adoption, et on y viendra peut-être avec le droit d'obtenir par différents procédés des enfants, il y a une volonté très claire des homosexuels d'aller jusqu'au bout. Et de ce point de vue, on a le droit d'être contre la GPA, par exemple, mais à ce moment-là, on est contre pour tous les couples, pour les couples homosexuels comme pour les couples hétérosexuels. Brice Couturier. Oui, je voudrais pas faire jouer ici les nostalgiques du phare, même si j'ai connu Hockenheim à la fac de Vincennes, le fond mais ce homosexuel passage de l'extrême gauche révolutionnaire. à autre chose Oui, est présent chez de nombreuses personnes. Chez de nombreuses personnes, je vous le confirme. Non, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que les homosexuels ont joué un rôle de contestation, pas seulement de la contestation politique radicale, mais d'une contestation beaucoup plus générale, qui est celle généralement des marginaux créatifs, et que les homosexuels d'aujourd'hui, la nouvelle génération, Frédéric Martel, bénéficient ainsi d'acquis qui ne sont pas les leurs. Ils marchent sur la lancée de gens qui se sont battus, comme qui sont voilà. des hommes et des femmes qui se sont battus, évidemment, bien entendu. Et aujourd'hui, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un consumérisme gay, un marché de niche. Alors c'est formidable, on sait les marques qu'il faut porter, exactement. Tout ça est un conformisme ahurissant, plus un communautarisme exacerbé qui finit par donner des lobbies. Mais Brice Couturier, c'est exactement le même sénateur et le même délégué au Congrès. Brice Couturier, marginaux créatifs, ok, c'est créatif, c'est très bien, mais c'est aussi aujourd'hui une volonté d'être comme les autres. Et il ne s'agit pas d'une niche, c'est une niche qui rejoint la masse, et surtout, en réalité, et vous pouvez pas dire ça, ces homosexuels, ce qu'ils veulent, c'est entrer dans la famille nationale. Ils veulent faire nation. Et donc, ils ne sont pas du tout communautaristes. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Après le mariage, vous avez les quartiers gays se disséminent, explosent complètement, et les bars sont partout, les hétéros, tout devient gay-friendly et non plus gay-fermé. Donc, au contraire, le mariage mène vers la sortie du communautarisme. Oui. Caroline Mécari. Non, mais ce que vous décrivez, en fait, rejoint à la fois ce qui s'est passé finalement pour les droits des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne se rendent absolument pas compte du combat des féministes antérieurs. Et elles n'en ont même pas conscience. Donc ça, c'est la première observation que je voulais vous faire. La deuxième Ce qui défrise pas mal de nombreuses féministes. Oui, parce qu'effectivement, mais parce que justement, c'était une telle aberration d'être dans cette inégalité femmes-hommes que c'est inconcevable aujourd'hui pour une jeune femme de penser que sa mère, éventuellement, devait avoir l'autorisation de son conjoint pour pouvoir ouvrir un compte bancaire dans les années 60. Par ailleurs, je crois que fondamentalement, le mouvement aujourd'hui de la revendication de l'égalité est un mouvement républicain, à l'inverse absolu du communautarisme. C'est-à-dire qu'effectivement, les lesbiennes et les gays veulent rentrer dans l'universalité de la loi. C'est-à-dire que quand on demande l'ouverture du mariage civil, on demande le même mariage, c'est-à-dire même droit, même devoir, qui d'ailleurs entraîne aussi l'ouverture de l'adoption. Et il ne va pas y avoir une adoption spécifique aux lesbiennes et aux gays. Les gays et les lesbiennes qui voudront adopter un enfant devront se soumettre aux mêmes règles que les hétérosexuels qui aujourd'hui peuvent adopter un enfant. De toute façon, là où ça se corse, les pays souvent refusent. Oui, les candidats homosexuels. Ce qui est important, il faut distinguer. C'est virtuel l'adoption, il n'y en aura pas en fait. Si, en fait, non, je vais être très sérieuse moi. Vous savez, aujourd'hui, les couples de lesbiennes ou les couples d'hommes qui ont des enfants, sur le plan juridique, et je le raconte dans mon livre, sur le plan juridique, l'enfant n'a légalement qu'un parent. Le deuxième parent, le parent social, le parent de fait, aujourd'hui, ne peut pas adopter l'enfant de son partenaire. C'est impossible. Et c'est pour ça que la demande de l'adoption est faite. Voilà. C'est pas il n'y aura pas de nouveaux enfants. Voilà. Ça permettra de consolider les droits des enfants existants. Et c'est pour ça d'ailleurs que la droite aurait dû comprendre que c'est une loi qui défend les droits de l'enfant, qui défend leur protection et la famille. Et c'est pour ça que David Cameron, Premier ministre conservateur, a eu ce discours récemment incroyable où il dit « Je suis en faveur du mariage gay parce que je suis conservateur ». Il n'y a pas que la droite qui est contre le mariage gay. Je rappelle que Lionel Jospin est contre aussi. Bien sûr, il faut faire entendre aussi la voix de l'autre côté aujourd'hui. Vous parliez de la différence générationnelle. Lionel Jospin, justement, appartient à cette différence générationnelle, avec d'ailleurs un propos qui est quand même... Et surtout le mari de Madame Agacinski, voilà, une grande théoricienne très hostile à ce... Totalement, absolument. Ce qui montre que ça n'est pas qu'une question de clivage droite-gauche, d'ailleurs, justement. Ça, c'est bien de rappeler quand même. Ils sont quand même très minoritaires à gauche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à gauche, là, il y a vraiment une... Daniel Salnave. C'est à Caroline Mécari que je voudrais poser cette question. Oui, il y a une filiation très nette entre le féminisme et la revendication aujourd'hui du mariage pour tous ou du mariage gay. Mais moi, j'attends davantage du mariage gay. Précisément
de l'adoption. Pourquoi ? Qu'il y ait autant de Parce divorces que les chez les gays jeunes qu'il y en a chez les il y en aura hétérosexuels. Parce que les jeunes femmes dont vous dites, elles profitent des acquis du féminisme qu'elles ont oubliés. Oui, mais on a vu dans les dernières années une certaine régression, un retour, y compris très naturaliste à l'idée. On voyait partout, dans Voici et partout, des jeunes chanteuses disant « le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu un gros ventre », etc. Ce que j'attends, moi, des capacités d'adoption qu'on donnera aux couples homosexuels, c'est qu'ils fassent de l'adoption la filiation par excellence, dont parmi les possibilités d'avoir des enfants, on peut avoir des enfants avec son ventre ou parce qu'on a adopté. Je pense que c'est ça que j'attends. C'est-à-dire que ça va aider les féministes elles-mêmes à revenir un peu plus près de ce qu'était leur vocation au départ, c'est-à-dire de couper l'idée de nature, de ses conséquences. D'ailleurs, entre parenthèses, comment se fait-il que l'Église, qui trouve la nature pécamineuse, la défende avec autant de régularité ? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est sur la question féministe. La parole est à Maître Mécari. Et, écoutez, je trouve... en fait, vous prêtez aux lesbiennes et aux gays une vertu qu'ils n'ont pas nécessairement, c'est-à-dire une capacité à subvertir des règles qui existent aujourd'hui. Et je crois qu'en réalité, les gays et les lesbiennes sont comme les hétérosexuels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart font famille en passant par l'engendrement et non pas par l'adoption. D'abord parce que c'est compliqué, ça c'est déjà la première des choses, parce qu'il y a peu d'enfants à adopter, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger. Et puis par ailleurs, parce qu'ils ont cessé de censurer leur désir d'engendrement, parce que justement ils ne sont plus en marge de la loi, la sexualité homosexuelle n'est plus pénalisée. Donc ils ont recours à la procréation médicalement assistée en allant dans les pays limitrophes où elle est parfaitement possible. Et donc malheureusement je crains qu'ils ne fassent pas de l'adoption le mode principal d'établissement de la filiation, c'est-à-dire effectivement un mode d'établissement de la filiation qui est totalement déconnecté de la nature et qui est parfaitement possible, parfaitement envisageable. Ça passe encore pour partie par l'engendrement. Ce sera un mixte, à mon avis, entre les deux, puisque, comme je le disais, grâce à l'ouverture du mariage, lorsqu'un couple de femmes, par exemple, aura été en Belgique et aura eu un enfant par procréation médicalement assistée, légalement, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parent. Avec le mariage, la compagne pourra adopter l'enfant de sa conjointe et donc il y aura à la fois une filiation, le mélange des deux, une filiation qui a pour origine la biologie et une filiation qui a pour origine l'engagement. Alors, cela dit, tout le monde a salué, enfin tout le monde, ceux qui sont pour, ont salué le discours de Christiane Taubira, mais fallait-il tout de même nécessairement, Caroline Mécari, ajouter au débat du mariage pour tous la question de la gestation pour autrui, ce qui semble, y compris dans les rangs de la majorité, ô combien maladroit. On peut dire qu'effectivement, la sortie de cette circulaire est éminemment inopportune. D'abord parce qu'elle mélange deux questions qui n'ont strictement rien à voir. L'ouverture du mariage civil et de l'adoption est totalement déconnectée de l'ouverture des procréations médicalement assistées, dont font partie, en tout cas dans certains pays, la gestation pour autrui. Donc c'est totalement inopportun. Mais cette circulaire, en même temps, ne fait que rappeler les règles légales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant a sa filiation établie à l'égard d'un parent qui est français, il est français. Donc on doit lui délivrer son certificat de nationalité française. Et si on ne le lui délivre pas, il est apatride. Et peu importe le mode de conception, il y a l'intérêt primordial de l'enfant qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui le dit. Il doit primer. Et en effet, dans le livre, je raconte le parcours, le combat de ces couples d'hommes qui essayent d'obtenir pour leur enfant un passeport, une carte nationale d'identité et la difficulté qu'ils ont en raison du mode de conception. Mais la circulaire Taubira ne fait que rappeler les règles légales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne va pas faire un cours de droit, mais en tout cas, cela dit politiquement, c'était pas très intelligent, mais bon, de toute façon, la droite fait feu de tout bois dans ce débat, tout ce qui peut sortir en procédant par des amalgames qui sont d'ailleurs parfois extrêmement malhonnêtes, parce qu'il faut quand même rappeler que cette circulaire avait été annoncée en commission des lois le 16 janvier dernier, devant 30 députés, dont M. Mariton par exemple, dont M. Copé, et là absolument pas un mot. Donc il y a une instrumentalisation politicienne de cette circulaire. C'est comme ça, c'est le jeu politique, c'est la commedia dell'arte de l'UMP. Pour être honnête, il est clair qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par le gouvernement. La première, c'est d'avoir mêlé des sujets qui n'avaient pas de rapport. Cette communauté gay... La politique de la famille d'un côté, voilà, cette et communauté la question du mariage pour tous de l'autre. Ce mouvement gay qui est un
petit, qui a des représentants d'ailleurs peu nombreux. On lui demande non seulement, il demande le mariage, mais on lui colle dessus la bioéthique, les bébés éprouvettes et l'école libre. Ça fait quand même beaucoup pour ce mouvement-là, et d'où les centaines de milliers de personnes dans la rue qui comprennent pas forcément. Donc on a manqué d'explications. Il fallait d'une part faire une loi sur le mariage qui automatiquement d'ailleurs donnait l'adoption. Donc ça, c'était le premier débat. Et puis un deuxième débat qui ne concerne plus les couples homosexuels par eux-mêmes, qui concerne la famille, la bioéthique en général, que ce soit la PMA, la GPA. Ce débat a lieu il mérite d'avoir lieu. Et là, à ce moment-là, on traite les réponses pour permettre à tous les couples pour décider. Et on décide. Et ça s'appliquera à tous, que ce soit pour ou que ce soit contre, ça concernera l'ensemble des couples mariés. Brice Couturier. Oui, si le drapeau gay est multicolore, comme on sait, le débat aujourd'hui, il est un petit peu monocolore, donc je préfère entendre la voix de ceux qui ne sont pas d'accord, même si ce n'est pas forcément mon point de vue à moi, mais pour que ça ne soit pas absolument tout du même côté, parce que ça peut énerver l'auditeur, et je le comprends. C'est pour ça que vous avez la parole, donc et voilà. Au but. Alors, je vais droit au but. Pour moi, il me semble assez évident que, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, la question, enfin non, en partie ce que vous dites, mais pas complètement. La question du mariage homosexuel, c'est-à-dire le droit, ce qui me paraît quand même difficilement contestable, l'idée que quand on a vécu toute sa vie avec quelqu'un, on puisse pas avoir sa pension de reversion s'il est à la retraite, qu'on puisse pas bénéficier de l'héritage alors qu'on a vécu avec cette personne toute sa vie ou la moitié de sa vie, enfin qu'importe, ça me paraît difficilement opposable. Par contre, la question de l'enfant, c'est une autre question. Et là, il me semble que le principe de précaution devrait s'appliquer un peu plus. La preuve, c'est que, contrairement à ce que vous dites, la législation européenne, elle est loin d'être aussi simple que ce qu'on nous présente dans les médias favorables majoritairement au mariage, à l'adoption et à la procréation médicalement assistée. Allez voir simplement le benchmarking qui a été fait par l'Institut Thomas More il y a une semaine environ. L'Institut Thomas More a été regarder la législation de chacun des 27 pays européens sur la question du mariage gay, de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a 7 pays sur 27 qui ont adopté le mariage gay, mais il n'y en a que 6 qui ont adopté ce qui semble aller avec, et ce que le gouvernement est en train de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une majorité assez nette de Français qui sont pour le mariage gay. Enfin, ça me paraît, les sondages sont assez évidents pour ça. Donc la démocratie, c'est de leur donner satisfaction. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français qui sont pour qu'on loue les ventres des femmes quand on n'est pas capable de procréer entre hommes, ou qu'on loue les ventres de femmes étrangères. Mais même les homosexuels sont très divisés. Et voilà. Sur ce sujet. Voilà. Mais c'est parce qu'on demande ce jour. Ce qui est important, malgré tout, c'est que on ne parle pas d'enfants qui vont venir. Ces enfants sont là. Lorsqu'on parle de l'adoption et lorsqu'on parle des enfants, il y a des centaines de milliers d'enfants dans ce pays. Et donc, c'est aussi les protéger. Pardon, mais je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que vous venez de faire un amalgame entre d'abord l'adoption et la procréation médicalement assistée, notamment la gestation pour autrui. L'homoparentalité en général. Non, mais il faut d'abord rappeler que la gestation pour autrui, aujourd'hui en France, elle est interdite aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. C'est l'article 16-7 du Code civil. Donc, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Pour l'instant. Et peut-être que ça ne le sera pas pendant 5 ans. Par ailleurs, sur la question des enfants, quand même, ça fait maintenant, l'homoparentalité, elle existe depuis au moins une 40aine d'années. Depuis 38 ans, très précisément, nous avons des études sur les enfants qui sont élevés par 2 femmes ou par 2 hommes. Aucune de ces études ne vient montrer forcément que ces enfants... ces études, elles sont toutes... Je vais vous dire, je les ai regardées. Ces études, elles sont menées soit par des organisations gays ou lesbiennes, soit par des organisations évangélistes. Et dans un cas, évidemment, comme par hasard, on vous dit c'est formidable, tout va très bien. Dans l'autre, on vous dit c'est un désastre. Et dites-moi, j'attends une petite objectif sur ce sujet-là. Dites-moi, mais alors à ce moment-là, que l'État le fasse. Mais je peux vous dire la chose suivante, c'est que moi qui ai plaidé à plusieurs reprises devant la Cour européenne contre la France n'a jamais été capable de verser devant la Cour européenne une seule étude qui montrerait que les enfants iraient mal d'une manière ou d'une autre en réalité. Donc il n'y en a pas en réalité. Et je trouve que quand même là, le débat il est extrêmement large. Il faut écouter les enfants qui se sont exprimés là dans le débat. Des enfants qui aujourd'hui ont 20 ans, 25 ans, qui sont comme vos enfants. Il y en a eu des deux côtés. Hein. Voilà, donc... Il y en a eu des deux côtés. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, la question que vous posez ? Ça veut dire que finalement, quand on est homosexuel, il y a peut-être quelque chose qui ne serait pas normal chez l'homosexuel, qui ferait que l'enfant risquerait un déséquilibre de je ne sais quoi. Mais depuis quand l'hétérosexualité est une garantie de quoi que ce soit ? Est-ce que Tiphaine, qui est décédée sous les coups de son père et de sa mère, était protégée parce qu'elle avait des parents hétérosexuels ? Non, je ne crois pas. Le cas des... voilà, donc l'hétérosexualité n'est pas une garantie de quoi que ce soit.
Mais je suis très contente Daniel, que vous ayez assez abordé brièvement. la question des mères porteuses en général. Oui. Parce qu'elle est réveillée pour l'instant à l'occasion de l'adoption ou de la filiation des couples de même sexe, mais elle n'appartient pas à cette question-là. Elle appartient à la question générale des couples hétérosexuels, homosexuels, qui peuvent ou non y recourir. J'ai entendu Elisabeth Rodinesco récemment rappeler qu'elle n'y était pas hostile, mais que ça supposait un encadrement extrêmement précis. Mais aussitôt aborder l'idée que mariage homosexuel égale location et marchandisation du ventre des femmes, je pense que ça n'est pas rigoureux. On peut être contre, à condition d'être contre aussi pour les couples hétérosexuels, et pas en faire un argument contre le mariage homosexuel. Totalement d'accord. Ah ben, à l'unisson, Caroline Mécaille et Frédéric Martel. Pour terminer, je voudrais qu'on écoute un témoignage, celui de Stéphanie Arc, parce qu'on s'est posé la question tout de même aussi à partir de vos livres, on s'est posé la question de la culture lesbienne. Souvent, quand on emploie le mot gay, c'est les hommes, une fois de plus, quand même, chasser le naturel et revient au galop, recouvrent les questions féminines. Écoutez sur ce thème-là, justement, donc Stéphanie Arc, journaliste, philosophe, qui a publié Les lesbiennes au Cavalier Bleu, et elle est également membre de l'association SOS Homophobie. Elle est au micro de Léna Burger. Dans la mesure où les femmes sont encore considérablement invisibilisées et que les lesbiennes sont avant tout des femmes et qu'elles le sont donc doublement parce qu'il y a une forme d'invisibilisation de l'homosexualité féminine qui a toujours existé et qui perdure, je pense que c'est important de distinguer culture gay d'un côté et culture lesbienne de l'autre, parce que finalement en général on parle de culture homo par exemple quand on en parle éventuellement, et c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc du coup la culture lesbienne elle a pu être elle est moins connue, elle est quasiment inconnue. La plupart des gens seraient incapables de vous citer un roman qui parle d'amour lesbienne. Cette culture-là, si vous voulez, par exemple, elle peut aller de Gertrude Stein dans la littérature à Virginie Despentes aujourd'hui. Elle va de Claude Cahun en photo à Annie Leibovitch. Enfin, il y a tout un tas de femmes qui ont créé et qui ont produit des choses. Et, quand elles sont connues, comme Colette ou Virginia Woolf, par exemple, ce sont des grandes figures de la littérature, enseignées à l'école, etc., on nommait leur sexualité. On nommait par exemple de dire que Colette pendant 5 ans a vécu avec Missy, qu'elles se sont échangées des lettres d'amour incroyables, que Virginia Woolf quand elle a écrit Orlando c'était pour Vita Sackville-West dont elle était éperdument amoureuse, tandis que quand on parle de Rimbaud et Verlaine on parle de leur à l'école même on évoque éventuellement leur sexualité. Vous voyez, il y a une double morale de toute façon qui continue à s'appliquer sur les femmes et sur les hommes. Et cette sexualité féminine, elle est souvent passée sous silence encore. Et puis, question, du coup, est-ce que les hommes gays font-ils de l'ombre aux femmes lesbiennes? Réponse Stéphanie Arc. Je pense que les luttes LGBT doivent être soudées. Néanmoins, il est évident qu'on a, en tant que femme lesbienne, on a un travail supplémentaire à faire, si vous voulez, de visibilisation au sein même des associations LGBT. Moi, je suis donc à SOS Homophobie depuis pas mal d'années. Et en fait, une des dimensions de mon travail au sein de l'association avec d'autres femmes, c'est notamment de rappeler aux gays qu'il y a des lesbiennes, que la lesbophobie existe, qu'elle n'a pas forcément les mêmes manifestations que la gayphobie. On s'est battu par exemple au sein de l'association, et on se bat toujours, pour l'utilisation du terme lesbophobie, pour qu'on ne dise plus homophobie, mais qu'on précise à chaque fois lesbophobie, gayphobie, transphobie, biphobie, parce que nommer les choses, c'est les faire apparaître, c'est les dévoiler, quoi. Donc c'est fondamental. Le langage est politique de toute façon, par exemple. C'est qu'un exemple. Voilà, Stéphanie Arc, auteure notamment des lesbiennes dans la collection Idées reçues au Cavalier Bleu. Un petit mot de commentaire, Caroline Mécari? Écoutez, je crois que ce qui se passe en effet pour les lesbiennes n'est que la logique ou la transposition de ce qui se passe dans la société tout entière, où il y a encore aujourd'hui une différence de visibilité entre les femmes et les hommes dans l'espace public. Bon, c'est encore en train de changer, et on retrouve exactement le même phénomène au sein, entre guillemets, de la communauté homosexuelle, même s'il n'y a pas de communauté homosexuelle, parce qu'il y a vraiment de très grandes différences entre les individus, comme il n'y a pas de communauté hétérosexuelle. Donc voilà, à la fois une unité sur les luttes sur le plan juridique, mais effectivement une différence de socialisation, on va dire. Merci Caroline Mécari. Je rappelle L'amour et la loi, homo hétéro, même droit, même devoir chez Alma éditeur. Frédéric Martel, peut-être évoquer cette figure pour terminer l'émission de ce Syrien que vous avez rencontré et qui vous dit oui, je ne sais pas bien si à l'heure où mon peuple se fait massacrer, il faut continuer, où la priorité est à défendre la question homosexuelle, elle est à défendre les droits à tout court.
J'aimais bien dans l'autobiographie de Salman Rushdie cette phrase « You must never write history until you can hear the people speak ». C'est l'idée que quand on écrit sur ce genre de sujet, il faut écouter les gens, écouter la vie. Et donc, j'ai fait des portraits multiples de figures qui se battent, très solitaires, je dirais des personnages ordinaires qui sont extraordinaires. Et ce Syrien comme le Cubain que je rencontre, comme les lesbiennes, parce qu'il y en a beaucoup, y compris dans Global Gay, notamment qui se battent, une lesbienne en Arabie Saoudite. C'est des combats minuscules, extrêmement compliqués, avec des gens d'un courage remarquable. Je suis sûr qu'il y aura un prix Nobel très prochainement donné à un militant LGBT, comme on dit, parce que c'est un combat d'une violence inouïe et qui nécessite un courage formidable, comme ce Syrien qui se bat. Et dont on ne sait pas à l'heure actuelle s'il est éventuellement d'ailleurs toujours en vie. Toujours en vie, ouais. Global Gay.